Une page d'amour. Partie 3. Chapitre 2 de la partie 2 du livre. Après le potage, ce mardi-là, Hélène tendit l'oreille en disant « Quel déluge, entendez-vous ? Mes pauvres amis, vous allez être trempés, ce soir. »« Oh, quelques gouttes, » murmura l'abbé, dont la vieille soutane était déjà mouillée aux épaules. « Moi, j'ai une bonne trotte, » dit monsieur Rambaud, « mais je rentrerai à pied tout de même. J'aime ça. D'ailleurs, j'ai mon parapluie. » Jeanne réfléchissait, en regardant sérieusement sa dernière cuillerée de vermicelle. Puis, elle parla lentement. « Rosalie disait que vous ne viendriez pas à cause du mauvais temps. Maman disait que vous viendriez. Vous êtes bien gentil, vous venez toujours. » On sourit autour de la table. Hélène eut un hochement de tête affectueux à l'adresse des deux frères. Dehors, l'averse continuait avec un roulement sourd et de brusques coups de vent faisaient craquer les persiennes. L'hiver semblait revenu. Rosalie avait tiré soigneusement les rideaux de reps rouge. La petite salle à manger, bien close, éclairée par la calme lueur de la suspension qui pendait toute blanche, prenait, au milieu des secousses de l'ouragan, une douceur d'intimité attendrie. Sur le buffet d'acajou, des porcelaines reflétaient la lumière tranquille. Et, dans cette paix, les quatre convives causaient, sans hâte, attendant le bon plaisir de la bonne, en face de la belle propreté bourgeoise du couvert. « Ah, vous attendiez, tant pis, » dit familièrement Rosalie en entrant avec un plat. « Ce sont des filets de sole au gratin pour monsieur Rambaud, et ça demande à être saisi au dernier moment. » Monsieur Rambaud affectait d'être gourmand, pour amuser Jeanne et faire plaisir à Rosalie, qui était très orgueilleuse de son talent de cuisinière. Il se tourna vers elle en demandant « Voyons, qu'avez-vous mis aujourd'hui ? Vous apportez toujours des surprises quand je n'ai plus faim. »« Oh !» répondit-elle, « il y a 3 plats, comme toujours, pas davantage. Après les filets de sole, vous allez avoir un gigot et des choux de Bruxelles. Bien vrai, pas davantage. » Mais monsieur Rambaud regardait Jeanne du coin de l'œil. L'enfant s'égayait beaucoup, étouffant des rires dans ses mains jointes, secouant la tête comme pour dire que la bonne mentait. Alors, il fit claquer la langue d'un air de doute, et Rosalie feignit de se fâcher. « Vous ne me croyez pas ? » reprit-elle, « parce que mademoiselle est en train de rire. Eh bien, fiez-vous à ça, restez sur votre appétit, et vous verrez si vous n'êtes pas forcé de vous remettre à table en rentrant chez vous. » Quand la bonne ne fut plus là, Jeanne, qui riait plus fort, eut une terrible démangeaison de parler. « Tu es trop gourmand, » commença-t-elle. « Moi, je suis allée dans la cuisine. » Mais elle s'interrompit. « Ah non, il ne faut pas le lui dire, n'est-ce pas, maman ? Il n'y a rien, rien du tout. C'est pour t'attraper que je riais. » Cette scène recommençait tous les mardis et avait toujours le même succès. Hélène était touchée de la bonne grâce avec laquelle monsieur Rambaud se prêtait à ce jeu, car elle n'ignorait pas qu'il avait longtemps vécu avec une frugalité provençale d'un anchois et d'une demi-douzaine d'olives par jour. Quant à l'abbé Jouve, il ne savait jamais ce qu'il mangeait. On le plaisantait même souvent sur son ignorance et ses distractions. Jeanne le guettait de ses yeux luisants. Lorsqu'on fut servi, « C'est très bon, le merlan, » dit-elle en s'adressant au prêtre. « Très bon, ma chérie, » murmura-t-il. « Tiens, c'est vrai, c'est du merlan. Je croyais que c'était du turbot. » Et, comme tout le monde riait, il demanda naïvement pourquoi. Rosalie, qui venait de rentrer, paraissait très blessée. « Eh bien, monsieur le curé, dans son pays, connaissait joliment mieux la nourriture. Il disait l'âge d'une volaille, à 8 jours près, rien qu'en la découpant. Il n'avait pas besoin d'entrer dans la cuisine pour connaître à l'avance son dîner. L'odeur suffisait. Bon Dieu, si elle avait servi chez un curé comme monsieur l'abbé, elle ne saurait seulement pas à cette heure retourner une omelette. » Et le prêtre s'excusait d'un air embarrassé, comme si le manque absolu du sens de la gourmandise fût chez lui un défaut dont il désespérait de se corriger. Mais, vraiment,
Il avait trop d'autres choses en tête. « Ça, c'est un gigot !» déclara Rosalie en posant le gigot sur la table. Tout le monde, de nouveau, se mit à rire, l'abbé Jouve le premier. Il avança sa grosse tête en clignant ses yeux minces. « Oui, pour sûr, c'est un gigot, dit-il. Je crois que je l'aurais reconnu. » Ce jour-là, d'ailleurs, l'abbé était encore plus distrait que de coutume. Il mangeait vite, avec la hâte d'un homme que la table ennuie et qui, chez lui, déjeune debout. Puis, il attendait les autres, absorbé, répondant simplement par des sourires. Toutes les minutes, il jetait sur son frère un regard dans lequel il y avait de l'encouragement et de l'inquiétude. Monsieur Rambaud, lui non plus, ne semblait pas avoir son calme habituel. Mais son trouble se trahissait par un besoin de parler et de se remuer sur sa chaise qui n'était point dans sa nature réfléchie. Après les choux de Bruxelles, comme Rosalie tardait à apporter le dessert, il y eut un silence. Au dehors, l'averse tombait avec plus de violence. Un grand ruissellement battait la maison. Dans la salle à manger, on étouffait un peu. Alors Hélène eut conscience que l'air n'était pas le même, qu'il y avait entre les deux frères quelque chose qu'ils ne disaient point. Elle les regarda avec sollicitude, elle finit par murmurer. « Mon Dieu, quelle pluie affreuse, n'est-ce pas ? Cela vous retourne, vous paraissez souffrants tous les deux. » Mais ils dirent que non, ils s'empressèrent de la rassurer. Et comme Rosalie arrivait, portant un immense plat, Monsieur Rambaud s'écria, pour cacher son émotion. « Qu'est-ce que je disais ? Encore une surprise !» La surprise, ce jour-là, était une crème à la vanille. Un des triomphes de la cuisinière. Aussi fallait-il voir le rire large et muet avec lequel elle la posa sur la table. Jeanne battait des mains en répétant « Je le savais, je le savais, j'avais vu les œufs dans la cuisine. » « Mais je n'ai plus faim, » reprit monsieur Rambaud d'un air désespéré. « Il m'est impossible d'en manger. » Alors Rosalie devint grave, pleine d'un courroux contenu. Elle dit simplement, l'air digne. « Comment ? Une crème que j'ai faite pour vous ? Eh bien, essayez de ne pas en manger. Oui, essayez. » Il se résigna, prit une grosse part de crème. L'abbé restait distrait. Il roula sa serviette, se leva avant la fin du dessert, comme cela lui arrivait souvent. Un instant, il marcha, la tête penchée sur une épaule. Puis, quand Hélène quitta la table à son tour, il lança à monsieur Rambaud un coup d'œil d'intelligence et emmena la jeune femme dans la chambre à coucher. Derrière eux, par la porte laissée ouverte, on entendit presque aussitôt leur voix lente, sans distinguer les paroles. « Dépêche-toi !» disait Jeanne à monsieur Rambaud, qui semblait ne pouvoir finir un biscuit. « Je veux te montrer mon travail. » Mais il ne se pressait pas. Lorsque Rosalie se mit à ôter le couvert, il lui fallut pourtant se lever. « Attends donc, murmurait-il, pendant que l'enfant voulait l'entraîner dans la chambre. Et il s'écartait de la porte, embarrassé et peureux. Puis, comme l'abbé haussait la voix, il fut pris d'une telle faiblesse qu'il dut s'asseoir de nouveau devant la table desservie. Il avait tiré un journal de sa poche. « Je vais te faire une petite voiture, » dit-il. Du coup, Jeanne ne parla plus d'aller dans la chambre. Monsieur Rambaud l'émerveillait par son adresse à tirer d'une feuille de papier toutes sortes de joujoux. Il faisait des cocottes, des bateaux, des bonnets d'évêques, des charrettes, des cages. Mais ce jour-là, ses doigts tremblaient en pliant le papier, et il n'arrivait pas à réussir les petits détails. Au moindre bruit qui sortait de la pièce voisine, il baissait la tête. Cependant, Jeanne, très intéressée, s'était appuyée contre la table à côté de lui. « Après, tu feras une cocotte, dit-elle, pour l'atteler à la voiture. » Au fond de la chambre, l'abbé Jouve était resté debout, dans l'ombre claire dont l'abat-jour noyait la pièce. Hélène avait repris sa place habituelle, devant le guéridon. Et comme elle ne se gênait pas le mardi avec ses amis, elle travaillait,
On ne voyait que ses mains pâles cousant un petit bonnet d'enfant sous le rond de vive clarté. « Jeanne ne vous donne plus aucune inquiétude ?» demanda l'abbé. Elle hocha la tête avant de répondre. « Le docteur de Berle paraît tout à fait rassuré, dit-elle. Mais la pauvre chérie est encore bien nerveuse. Hier, je l'ai trouvée sans connaissance sur sa chaise. »« Elle manque d'exercice, » reprit le prêtre. « Vous vous enfermez trop, vous ne menez pas assez la vie de tout le monde. » Il se tut, il y eut un silence. Sans doute il avait trouvé la transition qu'il cherchait. Mais, au moment de parler, il se recueillait. Il prit une chaise, s'assit à côté d'Hélène en disant « Écoutez, ma chère fille, je désire causer sérieusement avec vous depuis quelque temps. L'existence que vous menez ici n'est pas bonne. Ce n'est point à votre âge qu'on se cloître comme vous le faites. Et ce renoncement est aussi mauvais pour votre enfant que pour vous. Il y a 1000 dangers, des dangers de santé et d'autres dangers encore. » Hélène avait levé la tête, d'un air de surprise. « Que voulez-vous dire, mon ami ?» demanda-t-elle. « Mon Dieu, je connais peu le monde, » continua le prêtre, avec un léger embarras. « Mais je sais pourtant qu'une femme y est très exposée, lorsqu'elle reste sans défense. Enfin, vous êtes trop seul, et cette solitude dans laquelle vous vous enfoncez n'est pas saine, croyez-moi. Un jour doit venir où vous en souffrirez. »« Mais je ne me plains pas. Mais je me trouve très bien comme je suis, » s'écria-t-elle avec quelque vivacité. Le vieux prêtre branla doucement sa grosse tête. « Certainement, cela est très doux. Vous vous sentez parfaitement heureuse, je le comprends. Seulement, sur cette pente de la solitude et de la rêverie, on ne sait jamais où l'on va. Oh, je vous connais, vous êtes incapable de mal faire, mais vous pourriez y perdre tôt ou tard votre tranquillité. Un matin, il ne serait plus temps, la place que vous laissez vide autour de vous et en vous se trouverait occupée par quelques sentiments douloureux et inavouables. » Dans l'ombre, une rougeur était montée au visage d'Hélène. L'abbé avait donc lu dans son cœur. Il connaissait donc le trouble qui grandissait en elle, cette agitation intérieure qui emplissait sa vie. Maintenant, et qu'elle-même jusque-là n'avait pas voulu interroger, son ouvrage tomba sur ses genoux. Une mollesse la prenait. Elle attendait du prêtre comme une complicité dévote qui allait enfin lui permettre d'avouer tout haut et de préciser ces choses vagues qu'elle refoulait au fond de son être. Puisqu'il savait tout, il pouvait la questionner. Elle tâcherait de répondre. « Je me mets entre vos mains, mon ami, » murmura-t-elle. « Vous savez bien que je vous ai toujours écouté. » Alors, le prêtre garda un moment le silence. Puis, lentement, gravement. « Ma fille, il faut vous remarier, » dit-il. Elle resta muette, les bras abandonnés, dans la stupeur que lui causait un pareil conseil. Elle attendait d'autres paroles, elle ne comprenait plus. Cependant, l'abbé continuait, plaidant les raisons qui devaient la décider au mariage. « Songez que vous êtes jeune encore. Vous ne pouvez rester davantage dans ce coin écarté de Paris, osant à peine sortir, ignorant tout de la vie. Il vous faut rentrer dans l'existence commune, sous peine de regretter amèrement plus tard votre isolement. Vous ne vous apercevez point du lent travail de cette réclusion, mais vos amis remarquent votre pâleur et s'en inquiètent. » Il s'arrêtait à chaque phrase, espérant qu'elle l'interromprait et qu'elle discuterait sa proposition. Mais elle demeurait toute froide, comme glacée par la surprise. « Sans doute, vous avez une enfant, » reprit-il. « Cela est toujours délicat. Seulement, dites-vous bien que, dans l'intérêt de votre Jeanne elle-même, le bras d'un homme serait ici d'une grande utilité. Oh, je sais qu'il faudrait trouver quelqu'un de parfaitement bon, qui fût un véritable père. » Elle ne le laissa pas achever. Brusquement, elle parla avec une révolte et une répulsion extraordinaires. « Non,
Non, je ne veux pas. Que me conseillez-vous là, mon ami? Jamais, entendez-vous, jamais. Tout son cœur se soulevait. Elle était effrayée elle-même de la violence de son refus. La proposition du prêtre venait de remuer en elle ce coin obscur où elle évitait de lire, et, à la douleur qu'elle éprouvait, elle comprenait enfin la gravité de son mal. Elle avait l'effarement de pudeur d'une femme qui sent glisser son dernier vêtement. Alors, sous le regard clair et souriant du vieil abbé, elle se débattit. « Mais je ne veux pas. Mais je n'aime personne. » Et, comme il la regardait toujours, elle crut qu'il lisait son mensonge sur sa face. Elle rougit et balbutia. « Songez donc, j'ai quitté mon deuil il y a 15 jours. Non, ce n'est pas possible. » « Ma fille, dit tranquillement le prêtre, j'ai beaucoup réfléchi avant de parler. Je crois que votre bonheur est là. Calmez-vous. Vous ne ferez jamais que votre volonté. » L'entretien tomba. Hélène tâchait de contenir le flot de protestations qui montait à ses lèvres. Elle reprit son ouvrage, fit quelques points, la tête basse. Et, au milieu du silence, on entendit la voix flûtée de Jeanne qui disait, dans la salle à manger: « On n'a-t-elle pas une cocotte à une voiture? On a-t-elle un cheval? Tu ne sais donc pas faire les chevaux? » « Ah, non. Les chevaux, c'est trop difficile, » répondit M. Rambaud. « Mais, si tu veux, je vais t'apprendre à faire les voitures. » C'était toujours par là que le jeu finissait. Jeanne, très attentive, regardait son bon ami plier le papier en une multitude de petits carrés. Puis elle essayait à son tour. Mais elle se trompait, tapait du pied. Pourtant, elle savait déjà faire les bateaux et les bonnets d'évêque. « Tu vois, » répétait patiemment M. Rambaud, « tu fais 4 cornes comme cela, puis tu retournes. » Depuis un instant, l'oreille tendue, il avait dû saisir quelques-unes des paroles dites dans la pièce voisine. Et ses pauvres mains s'agitaient davantage, sa langue s'embarrassait tellement qu'il mangeait la moitié des mots. Hélène, qui ne pouvait s'apaiser, reprit l'entretien. « Me remarier? Et avec qui? » demanda-t-elle tout d'un coup au prêtre, en replaçant son ouvrage sur le guéridon. « Vous avez quelqu'un en vue, n'est-ce pas ?» L'abbé Jouve s'était levé et marchait lentement. Il fit un signe affirmatif de la tête, sans s'arrêter. « Eh bien, nommez-moi la personne, » reprit-elle. Un instant, il se tint debout devant elle, puis il haussa légèrement les épaules en murmurant: « À quoi bon, puisque vous refusez ?»« N'importe, je veux savoir, » dit-elle. « Comment pourrais-je prendre une décision si je ne sais pas ?» Il ne répondit point tout de suite, toujours debout et la regardant en face. Un sourire un peu triste montait à ses lèvres. Ce fut presque à voix basse qu'il finit par dire: « Comment? Vous n'avez pas deviné ?» Non, elle ne devinait pas. Elle cherchait et s'étonnait. Alors, il fit simplement un signe. D'un mouvement de tête, il indiqua la salle à manger. « Lui ?» s'écria-t-elle en étouffant sa voix. Et elle devint toute grave. Elle ne protestait plus violemment. Il ne restait sur son visage que de l'étonnement et du chagrin. Longtemps, elle demeura les yeux à terre, songeuse. Non, certes, elle n'aurait jamais deviné. Et pourtant, elle ne trouvait aucune objection. M. Rambaud était le seul homme dans la main duquel elle aurait mis loyalement la sienne, sans une crainte. Elle connaissait sa bonté. Elle ne riait pas de son épaisseur bourgeoise. Mais, malgré toute son affection pour lui, l'idée qu'il l'aimait la pénétrait d'un grand froid. Cependant, l'abbé avait repris sa marche d'un bout de la pièce à l'autre, et comme il passait devant la porte de la salle à manger, il appela doucement Hélène. « Tenez, venez voir. » Elle se leva et regarda. M. Rambaud avait fini par asseoir Jeanne sur sa propre chaise. Lui, d'abord appuyé contre la table,
venait de se laisser glisser aux pieds de la petite fille. Il était à genoux devant elle et l'entourait d'un de ses bras. Sur la table, il y avait la charrette attelée d'une cocotte, puis des bateaux, des bottes, des bonnets d'évêques. « Alors, tu m'aimes bien ?» disait-il. « Répète que tu m'aimes bien. »« Mais oui, je t'aime bien, tu le sais. » Il hésitait, frémissant, comme s'il avait eu une déclaration d'amour à risquer. « Et si je te demandais à rester toujours ici, avec toi, qu'est-ce que tu répondrais ? » « Oh, je serais contente. Nous jouerions ensemble, n'est-ce pas ? Ce serait amusant. » « Toujours, entends-tu ? Je resterai toujours. » Jeanne avait pris un bateau qu'elle transformait en un chapeau de gendarme. Elle murmura : « Ah, il faudrait que maman le permît. » Cette réponse parut le rendre à toutes ses anxiétés. Son sort se décidait. « Bien sûr, dit-il. Mais si ta maman le permettait, tu ne dirais pas non, toi, n'est-ce pas ? » Jeanne, qui achevait son chapeau de gendarme, enthousiasmée, se mit à chanter sur un air à elle. « Je dirais oui, oui, oui. Je dirais oui, oui, oui. Vois donc comme il est joli, mon chapeau. » Monsieur Rambaud, touché aux larmes, se dressa sur les genoux et l'embrassa, pendant qu'elle-même lui jetait les mains autour du cou. Il avait chargé son frère de demander le consentement d'Hélène. Lui tâchait d'obtenir celui de Jeanne. « Vous le voyez, dit le prêtre avec un sourire. L'enfant veut bien. » Hélène resta grave. Elle ne discutait pas. L'abbé avait repris son plaidoyer et il insistait sur les mérites de M. Rambaud. N'était-ce pas un père tout trouvé pour Jeanne ? Elle le connaissait, elle ne livrerait rien au hasard en se confiant à lui. Puis, comme elle gardait le silence, l'abbé ajouta avec une grande émotion et une grande dignité que, s'il s'était chargé d'une pareille démarche, il n'avait point songé à son frère, mais à elle, à son bonheur. « Je vous crois. Je sais combien vous m'aimez, » dit vivement Hélène. « Attendez, je veux répondre devant vous à votre frère. » 10 heures sonnaient. Monsieur Rambaud entrait dans la chambre à coucher. Elle marcha à sa rencontre, la main tendue, en disant « Je vous remercie de votre offre, mon ami, et je vous en suis très reconnaissante. Vous avez bien fait de parler. » Elle le regardait tranquillement en face et gardait sa grosse main dans la sienne. Lui, tout frémissant, n'osait lever les yeux. « Seulement, je demande à réfléchir, » continua-t-elle. « Il me faudra beaucoup de temps, peut-être. »« Oh, tout ce que vous voudrez, 6 mois, 1 an, davantage, » balbutia-t-il, soulagé, heureux de ce qu'elle ne le mettait pas tout de suite à la porte. Alors, elle eut un faible sourire. « Mais j'entends que nous restions amis. Vous viendrez comme par le passé. Vous me promettez simplement d'attendre que je vous reparle la première de ces choses. Est-ce convenu ?» Il avait retiré sa main. Il cherchait fiévreusement son chapeau en acceptant tout d'un hochement de tête continu. Puis, au moment de sortir, il retrouva la parole. « Écoutez, » murmura-t-il, « vous savez maintenant que je suis là, n'est-ce pas ? Eh bien, dites-vous que j'y serai toujours, quoi qu'il arrive. » C'est tout ce que l'abbé aurait dû vous expliquer. Dans 10 ans, si vous voulez, vous n'aurez qu'à faire un signe. Je vous obéirai. Et ce fut lui qui prit une dernière fois la main d'Hélène et la serra à la briser. Dans l'escalier, les 2 frères se retournèrent comme d'habitude en disant « À mardi !»« Oui, à mardi !» répondit Hélène. Lorsqu'elle rentra dans la chambre, le bruit d'une nouvelle averse qui battait les persiennes la rendit toute chagrine. « Mon Dieu, quelle pluie entêtée !
et comme ses pauvres amis allaient être mouillés. Elle ouvrit la fenêtre, jeta un regard dans la rue. De brusques coups de vent soufflaient des becs de gaz, et, au milieu des flaques pâles et des hachures luisantes de la pluie, elle aperçut le dos rond de M. Rambaud qui s'en allait, heureux et dansant dans le noir, sans paraître se soucier de ce déluge. Jeanne, cependant, était très sérieuse depuis qu'elle avait saisi quelques-unes des dernières paroles de son bon ami. Elle venait de retirer ses petites bottines, elle restait en chemise sur le bord de son lit, songeant profondément. Quand sa mère entra pour l'embrasser, elle la trouva ainsi. « Bonne nuit, Jeanne. Embrasse-moi. » Puis, comme l'enfant semblait ne pas entendre, Hélène s'accroupit devant elle, en la prenant à la taille, et elle l'interrogea à demi-voix. « Ça te ferait donc plaisir s'il habitait avec nous ?» Jeanne ne parut pas étonnée de la question. Elle pensait à ces choses, sans doute. Lentement, elle dit oui de la tête. « Mais, tu sais, reprit la mère, il serait toujours là, la nuit, le jour, à table, partout. » Une inquiétude grandissait dans les yeux clairs de la petite fille. Elle posa sa joue sur l'épaule de sa mère, la baisa au cou, finit par lui demander à l'oreille, toute frissonnante. « Maman, est-ce qu'il t'embrasserait ?» Une teinte rose monta au front d'Hélène. Elle ne sut que répondre d'abord à cette question d'enfant. Enfin, elle murmura. « Il serait comme ton père, ma chérie. » Alors, les petits bras de Jeanne se raidirent. Elle éclata brusquement en gros sanglots. Elle bégayait. « Oh non, non, je ne veux plus. Oh, maman, je t'en prie, dis-lui que je ne veux pas. Va lui dire que je ne veux pas. » Et elle étouffait. Elle s'était jetée sur la poitrine de sa mère. Elle la couvrait de ses larmes et de ses baisers. Hélène tâcha de la calmer en lui répétant qu'on arrangerait cela. Mais Jeanne voulait tout de suite une réponse décisive. « Oh, dis non, petite mère, dis non. Tu vois bien que j'en mourrais. Oh, jamais, n'est-ce pas? Jamais. » « Eh bien, non, je te le promets. Sois raisonnable, couche-toi. » Pendant quelques minutes encore, l'enfant muette et passionnée la serra entre ses bras, comme ne pouvant se détacher d'elle et la défendant contre ceux qui voulaient la lui prendre. Enfin, Hélène put la coucher. Mais elle dut veiller près d'elle une partie de la nuit. Des secousses l'agitaient dans son sommeil, et, toutes les demi-heures, elle ouvrait les yeux, s'assurait que sa mère était là, puis se rendormait en collant la bouche sur sa main. Chapitre 3 de la partie 2. Ce fut un mois d'une douceur adorable. Le soleil d'avril avait verdi le jardin d'une verdure tendre, légère et fine comme une dentelle. Contre la grille, les tiges folles des clématites poussaient leurs jets minces, tandis que les chèvrefeuilles en bouton exhalaient un parfum délicat, presque sucré. Aux deux bords de la pelouse, soignée et taillée, des géraniums rouges et des quarantaines blanches fleurissaient les corbeilles. Et le bouquet d'ormes, dans le fond, entre l'étranglement des constructions voisines, drapait la tenture verte de ses branches, dont les petites feuilles frissonnaient au moindre souffle. Pendant plus de 3 semaines, le ciel resta bleu, sans un nuage. C'était comme un miracle de printemps qui fêtait la nouvelle jeunesse, l'épanouissement qu'Hélène portait dans son cœur. Chaque après-midi, elle descendait au jardin avec Jeanne. Sa place était marquée contre le premier orme, à droite. Une chaise l'attendait, et, le lendemain, elle trouvait encore, sur le gravier de l'allée, les bouts de fil qu'elle avait semés la veille. « Vous êtes chez vous » répétait chaque soir madame de Berle, qui se prenait pour elle d'une de ces passions dont elle vivait 6 mois. « À demain. Tâchez de venir plus tôt, n'est-ce pas ?»
Et Hélène était chez elle, en effet. Peu à peu, elle s'habituait à ce coin de verdure. Elle attendait l'heure d'y descendre avec une impatience d'enfant. Ce qui la charmait, dans ce jardin bourgeois, c'était surtout la propreté de la pelouse et des massifs. Pas une herbe oubliée ne gâtait la symétrie des feuillages. Les allées, ratissées tous les matins, avaient, au pied, une mollesse de tapis. Elle vivait là, calme et reposée, ne souffrant pas des excès de la sève. Il ne lui venait rien de troublant de ces corbeilles dessinées si nettement, de ces manteaux de lierre dont le jardinier enlevait une à une les feuilles jaunies. Sous l'ombre enfermée des ormes, dans ce parterre discret que la présence de madame de Berle parfumait d'une pointe de musc, elle pouvait se croire dans un salon. Et la vue seule du ciel, lorsqu'elle levait la tête, lui rappelait le plein air et la faisait respirer largement. Souvent, elle passait l'après-midi toutes les deux sans voir personne. Jeanne et Lucien jouaient à leurs pieds. Il y avait de longs silences. Puis, madame de Berle, que la rêverie désespérait, causait pendant des heures, se contentant des approbations muettes d'Hélène, repartant de plus belle au moindre hochement de tête. C'étaient des histoires interminables sur les dames de son intimité, des projets de réception pour le prochain hiver, des réflexions de pie bavardes au sujet des événements du jour, tout le chaos mondain qui se heurtait dans ce front étroit de jolies femmes. Et cela mêlé à de brusques effusions d'amour pour les enfants, à des phrases émues qui célébraient les charmes de l'amitié. Hélène se laissait serrer les mains. Elle n'écoutait pas toujours, mais dans l'attendrissement continu où elle vivait, elle se montrait très touchée des caresses de Juliette, et elle la disait d'une grande bonté, d'une bonté d'ange. D'autres fois, une visite se présentait. Alors, madame de Berle était enchantée. Elle avait cessé depuis Pâques ses samedis, comme il convenait à cette époque de l'année. Mais elle redoutait la solitude, et on la ravissait en venant la voir sans façon dans son jardin. Sa grande préoccupation, alors, était de choisir la plage où elle passerait le mois d'août. À chaque visite, elle recommençait la même conversation. Elle expliquait que son mari ne l'accompagnerait pas à la mer. Puis, elle questionnait les gens. Elle ne pouvait fixer son choix. Ce n'était pas pour elle, c'était pour Lucien. Quand le beau Malignon arrivait, il s'asseyait à califourchon sur une chaise rustique. Lui abhorrait la campagne. Il fallait être fou, disait-il, pour s'exiler de Paris sous prétexte d'aller prendre des rhumes au bord de l'océan. Pourtant, il discutait les plages. Toutes étaient infectes, et il déclarait qu'après Trouville, il n'y avait absolument rien d'un peu propre. Hélène, chaque jour, entendait la même discussion, sans se lasser, heureuse même de cette monotonie de ces journées qui la berçait et l'endormait dans une pensée unique. Au bout du mois, madame de Berle ne savait pas encore où elle irait. Un soir, comme Hélène se retirait, Juliette lui dit « Je suis obligée de sortir demain, mais que cela ne vous empêche pas de descendre. Attendez-moi, je ne rentrerai pas tard. » Hélène accepta. Elle passa une après-midi délicieuse, seule dans le jardin. Au-dessus de sa tête, elle n'entendait que le bruit d'ailes des moineaux voltant dans les arbres. Tout le charme de ce petit coin ensoleillé la pénétrait. Et, à partir de ce jour, ses plus heureuses après-midi furent ceux où son amie l'abandonnait. Des rapports de plus en plus étroits se nouaient entre elle et les de Berle. Elle dîna chez eux, en amie que l'on retient au moment de se mettre à table. Lorsqu'elle s'attardait sous les ormes et que Pierre descendait le perron en disant « Madame est servie », Juliette la suppliait de rester, et elle cédait parfois. C'étaient des dîners de famille égayés par la turbulence des enfants. Le docteur de Berle et Hélène paraissaient de bons amis, dont les tempéraments raisonnables, un peu froids, sympathisaient. Aussi Juliette s'écriait-elle souvent « Oh, vous vous entendriez bien ensemble. Moi, cela m'exaspère, votre tranquillité. » Chaque après-midi,
Le docteur rentrait de ses visites vers 6 heures. Il trouvait ces dames au jardin et s'asseyait près d'elles. Dans les premiers temps, Hélène avait affecté de se retirer aussitôt pour laisser le ménage seul. Mais Juliette s'était si vivement fâchée de cette brusque retraite qu'elle demeurait maintenant. Elle se trouvait de moitié dans la vie intime de cette famille qui semblait toujours très unie. Lorsque le docteur arrivait, sa femme lui tendait chaque fois la joue, du même mouvement amical, et il la baisait. Puis, comme Lucien lui montait aux jambes, il l'aidait à grimper. Il le gardait sur ses genoux, tout en causant. L'enfant lui fermait la bouche de ses petites mains, lui tirait les cheveux au milieu d'une phrase, se conduisait si mal qu'il finissait par le mettre à terre, en lui disant d'aller jouer avec Jeanne. Et Hélène souriait de ces jeux. Elle quittait un instant son ouvrage pour envelopper d'un regard tranquille le père, la mère et l'enfant. Le baiser du mari ne la gênait point, les malices de Lucien l'attendrissaient. On eût dit qu'elle se reposait dans la paix heureuse du ménage. Cependant, le soleil se couchait, jaunissant les hautes branches. Une sérénité tombait du ciel pâle. Juliette, qui avait la manie des questions, même avec les personnes qu'elle connaissait le moins, interrogeait son mari, coup sur coup, souvent sans attendre les réponses. « Où es-tu allé ? Qu'as-tu fait ?» Alors il disait ses visites, lui parlait d'une connaissance saluée, lui donnait quelques renseignements, une étoffe ou un meuble entrevu à un étalage. Et souvent, en parlant, ses yeux rencontraient les yeux d'Hélène. Ni l'un ni l'autre ne détournait la tête. Ils se regardaient face à face, sérieux une seconde, comme s'ils se fussent vus jusqu'au cœur. Puis, ils souriaient, les paupières lentement abaissées. La vivacité nerveuse de Juliette, qu'elle noyait d'une langueur étudiée, ne leur permettait pas de causer longtemps ensemble, car la jeune femme se jetait en travers de toutes les conversations. Pourtant, ils échangeaient des mots, des phrases lentes et banales, qui semblaient prendre des sens profonds et qui se prolongeaient au-delà du son de leur voix. À chacune de leurs paroles, ils s'approuvaient d'un léger signe, comme si toutes leurs pensées eussent été communes. C'était une entente absolue, intime, venue du fond de leur être, et qui se resserrait jusque dans leur silence. Parfois, Juliette arrêtait son bavardage de pie, un peu honteuse de toujours parler. « Hein ? Vous ne vous amusez guère, disait-elle. Nous causons de choses qui ne vous intéressent pas du tout. Non, ne faites pas attention à moi, répondait Hélène gaiement. Je ne m'ennuie jamais. C'est un bonheur pour moi que d'écouter et de ne rien dire. Et elle ne mentait pas. C'était pendant ces longs silences qu'elle goûtait le mieux le charme d'être là. La tête penchée sur son ouvrage, levant les yeux de loin en loin pour échanger avec le docteur ces longs regards qui les attachaient l'un à l'autre, elle s'enfermait volontiers dans l'égoïsme de son émotion. Entre elle et lui, elle s'avouait maintenant qu'il y avait un sentiment caché, quelque chose de très doux, d'autant plus doux que personne au monde ne le partageait avec eux. Mais elle portait son secret paisiblement, sans un trouble d'honnêteté, car rien de mauvais ne l'agitait. Comme il était bon avec sa femme et son enfant, elle l'aimait davantage quand il faisait sauter Lucien et baisait Juliette sur la joue. Depuis qu'elle le voyait dans son ménage, leur amitié avait grandi. Maintenant, elle était comme de la famille. Elle ne pensait pas qu'on pût l'éloigner. Et, au fond d'elle, elle l'appelait Henri, naturellement, à force d'entendre Juliette lui donner ce nom. Lorsque ses lèvres disaient « Monsieur », un écho répétait « Henri » dans tout son être. Un jour, le docteur trouva Hélène seule sous les ormes. Juliette sortait presque toutes les après-midi. « Tiens, ma femme n'est pas là ?» dit-il. « Non, elle m'abandonne, » répondit-elle en riant. « Il est vrai que vous rentrez plus tôt ?» Les enfants jouaient à l'autre bout du jardin. Il s'assit près d'elle. Leur tête-à-tête ne les troublait nullement. Pendant près d'1 heure, ils causèrent de 1000 choses, sans éprouver un instant l'envie de faire une allusion aux sentiments tendres qui leur gonflaient le cœur. À quoi bon parler de cela ?
Ne savaient-ils pas ce qu'ils auraient pu se dire? Ils n'avaient aucun aveu à se faire. Cela suffisait à leur joie d'être ensemble, de s'entendre sur tous les sujets, de jouir sans trouble de leur solitude, à cette place même où il embrassait sa femme chaque soir devant elle. Ce jour-là, il la plaisanta sur sa fureur de travail. « Vous savez, dit-il, que je ne connais seulement pas la couleur de vos yeux. Vous les tenez toujours sur votre aiguille. » Elle leva la tête, le regarda comme elle faisait d'habitude, bien en face. « Est-ce que vous seriez taquin ?» demanda-t-elle doucement. Mais il continuait. « Ah, ils sont gris, gris avec un reflet bleu, n'est-ce pas ?» C'était là tout ce qu'ils osaient. Mais ces paroles, les premières venues, prenaient une douceur infinie. Souvent, à partir de ce jour, il la trouva seule, dans le crépuscule. Malgré eux, sans qu'ils en eussent conscience, leur familiarité devenait alors plus grande. Ils parlaient d'une voix changée, avec des inflexions caressantes qu'ils n'avaient pas quand on les écoutait. Et cependant, lorsque Juliette arrivait, rapportant la fièvre bavarde de ses courses dans Paris, elle ne les gênait toujours pas. Ils pouvaient continuer la conversation commencée sans avoir à se troubler ni à reculer leur siège. Il semblait que ce beau printemps, ce jardin où les lilas fleurissaient, prolongeât en eux le premier ravissement de la passion. Vers la fin du mois, Madame de Berle fut agitée d'un grand projet. Tout d'un coup, elle venait d'avoir l'idée de donner un bal d'enfants. La saison était déjà bien avancée, mais cette idée emplit tellement sa tête vide qu'elle se lança aussitôt dans les préparatifs avec son activité turbulente. Elle voulait quelque chose de tout à fait bien. Le bal serait costumé. Alors, elle ne causa plus que de son bal, chez elle, chez les autres, partout. Il y eut dans le jardin des conversations interminables. Le beau Malignon trouvait le projet un peu bébête, mais il daigna pourtant s'y intéresser, et il promit d'amener un chanteur comique de sa connaissance. Une après-midi, comme tout le monde était sous les arbres, Juliette posa la grave question des costumes pour Lucien et Jeanne. « J'hésite beaucoup, dit-elle. J'ai songé à un Pierrot de satin blanc. »« Oh, c'est commun, déclara Malignon. Vous aurez une bonne douzaine de Pierrots dans votre bal. Attendez, il faudrait quelque chose de trouvé. » Et il se mit à réfléchir profondément, en suçant la pomme de sa badine. Pauline, qui arrivait, s'écria. « Moi, j'ai envie de me mettre en soubrette. »« Toi ?» dit Madame de Berle avec surprise. « Mais tu ne te déguises pas. Est-ce que tu te prends pour un enfant, grande bête? Tu me feras le plaisir de venir en robe blanche. »« Tiens, ça m'aurait amusée, » murmura Pauline, qui, malgré ses 18 ans et ses rondeurs de belle fille, adorait sauter avec les tout petits enfants. Hélène, cependant, travaillait au pied de son arbre, levant parfois la tête pour sourire au docteur et à monsieur Rambaud, qui causaient debout devant elle. Monsieur Rambaud avait fini par entrer dans l'intimité des deux Berles. « Et Jeanne ?» demanda le docteur. « En quoi la mettrez-vous » Mais il eut la parole coupée par une exclamation de Malignon. « J'ai trouvé un marquis Louis XV !» Et il brandissait sa badine d'un air triomphant. Puis, comme on ne s'enthousiasmait guère autour de lui, il parut étonné. « Comment ? Vous ne comprenez point ? C'est Lucien qui reçoit ses petits invités, n'est-ce pas ? Alors vous le plantez à la porte du salon, en marquis, avec un gros bouquet de roses au côté, et il fait des révérences aux dames. »« Mais, objecta Juliette, nous en aurons des douzaines de marquis. »« Qu'est-ce que ça fait ? dit Malignon tranquillement. Plus il y aura de marquis, plus ce sera drôle. Je vous dis que c'est trouvé. Il faut que le maître de la maison soit en marquis. Autrement, votre bal est infect. » Il semblait tellement convaincu que Juliette finit par se passionner, elle aussi. En effet, un costume de marquis Pompadour en satin blanc broché de petits bouquets, ce serait tout à fait délicieux. « Et Jeanne ?» répéta le docteur.
La petite fille était venue s'appuyer contre l'épaule de sa mère dans cette pose câline qu'elle aimait à prendre. Comme Hélène allait ouvrir les lèvres, elle murmura « Oh, maman, tu sais ce que tu m'as promis ?» « Quoi donc ?» demanda-t-on autour d'elle. Alors, pendant que sa fille la suppliait du regard, Hélène répondit en souriant « Jeanne ne veut pas que l'on dise son costume. » « Mais c'est vrai !» s'écria l'enfant. « On ne fait plus d'effet du tout quand on a dit son costume. » On s'égaya un instant de cette coquetterie. Monsieur Rambaud se montra taquin. Depuis quelque temps, Jeanne le boudait, et le pauvre homme, désespéré, ne sachant comment rentrer dans les bonnes grâces de sa petite amie, en arrivait à la taquiner pour se rapprocher d'elle. Il répéta à plusieurs reprises, en la regardant. « Je vais le dire, moi. Je vais le dire. » L'enfant était devenue toute pâle. Sa douce figure souffrante prenait une dureté farouche, le front coupé de 2 grands plis, le menton allongé et nerveux. « Toi, bégaya-t-elle, toi, tu ne diras rien. » Et, follement, comme il faisait toujours mine de vouloir parler, elle s'élança sur lui, en criant « Tais-toi, je veux que tu te taises. Je veux !» Hélène n'avait pas eu le temps de prévenir l'accès, un de ces accès de colère aveugle qui parfois secouaient si terriblement la petite fille. Elle dit sévèrement « Jeanne, prends garde, je te corrigerai. » Mais Jeanne ne l'écoutait pas, ne l'entendait pas. Tremblant de la tête aux pieds, trépignant, s'étranglant, elle répétait « Je veux, je veux !» d'une voix de plus en plus rauque et déchirée. Et, de ses mains crispées, elle avait saisi le bras de M. Rambaud qu'elle tordait avec une force extraordinaire. Vainement, Hélène la menaça. Alors, ne pouvant la dompter par la sévérité, très chagrine de cette scène devant tout ce monde, elle se contenta de murmurer doucement « Jeanne, tu me fais beaucoup de peine. » L'enfant, aussitôt, lâcha prise, tourna la tête, et quand elle vit sa mère, la face désolée, les yeux pleins de larmes contenues, elle éclata elle-même en sanglots et se jeta à son cou en balbutiant « Non, maman, non, maman !» Elle lui passait les mains sur la figure pour l'empêcher de pleurer. Sa mère, lentement, l'écarta. Alors, le cœur crevé, éperdue, la petite se laissa tomber à quelques pas sur un banc où elle sanglota plus fort. Lucien, auquel on la donnait sans cesse en exemple, la contemplait, surpris et vaguement enchanté. Et comme Hélène pliait son ouvrage, en s'excusant d'une pareille scène, Juliette lui dit que, mon Dieu, on devait tout pardonner aux enfants. Au contraire, la petite avait très bon cœur, et elle se lamentait si fort, la pauvre mignonne, qu'elle était déjà trop punie. Elle l'appela pour l'embrasser, mais Jeanne, refusant le pardon, restait sur son banc, étouffée par les larmes. Monsieur Rambaud et le docteur, cependant, s'étaient approchés. Le premier se pencha, demanda de sa bonne voix émue « Voyons, ma chérie, pourquoi es-tu fâchée? Que t'ai-je fait ?»« Oh !» dit l'enfant en écartant les mains et en montrant son visage bouleversé. « Tu as voulu me prendre maman !» Le docteur, qui écoutait, se mit à rire. Monsieur Rambaud ne comprit pas tout de suite. « Qu'est-ce que tu dis là ?»« Oui, oui, l'autre mardi. Oh, tu sais bien, tu t'es mis à genoux en me demandant ce que je dirais si tu restais à la maison. » Le docteur ne souriait plus. Ses lèvres décolorées eurent un tremblement. Une rougeur, au contraire, était montée aux joues de monsieur Rambaud, qui baissa la voix et balbutia. « Mais tu avais dit que nous jouerions toujours ensemble. »« Non, non, je ne savais pas, » reprit l'enfant avec violence. « Je ne veux pas, entends-tu? N'en parle plus jamais, jamais, et nous serons amis. » Hélène, debout, avec son ouvrage dans un panier,
avait entendu ces derniers mots. « Allons, monte, Jeanne, dit-elle. Quand on pleure, on n'ennuie pas le monde. » Elle salua en poussant la petite devant elle. Le docteur, très pâle, la regardait fixement. Monsieur Rambaud était consterné. Quant à madame de Berle et à Pauline, aidées de Malignon, elles avaient pris Lucien et le faisaient tourner au milieu d'elles en discutant vivement, sur ses épaules de gamin, le costume de marquis Pompadour. Le lendemain, Hélène se trouvait seule sous les ormes. Madame de Berle, qui courait pour son bal, avait emmené Lucien et Jeanne. Lorsque le docteur rentra, plus tôt que de coutume, il descendit vivement le perron. Mais il ne s'assit pas. Il tourna autour de la jeune femme en arrachant aux arbres des brins d'écorce. Elle leva un instant les yeux, inquiète de son agitation. Puis elle piqua de nouveau son aiguille, d'une main un peu tremblante. « Voici le temps qui se gâte, » dit-elle, gênée par le silence. « Il fait presque froid, cet après-midi. »« Nous ne sommes encore qu'en avril, » murmura-t-il en s'efforçant de calmer sa voix. Il parut vouloir s'éloigner. Mais il revint et lui demanda brusquement. « Vous vous mariez donc ?» Cette question brutale la surprit au point qu'elle laissa tomber son ouvrage. Elle était toute blanche. Par un effort superbe de volonté, elle garda un visage de marbre, les yeux largement ouverts sur lui. Elle ne répondit pas, et il se fit suppliant. « Oh, je vous en prie. Un mot, un seul. Vous vous mariez ?»« Oui, peut-être. Que vous importe ?» dit-elle enfin, d'un ton glacé. Il eut un geste violent. Il s'écria « Mais c'est impossible !»« Pourquoi donc ?» reprit-elle, sans le quitter du regard. Alors, sous ce regard qui lui clouait les paroles aux lèvres, il dut se taire. Un moment encore, il resta là, portant les mains à ses tempes. Puis, comme il étouffait et qu'il craignait de céder à quelque violence, il s'éloigna, pendant qu'elle affectait de reprendre paisiblement son ouvrage. Mais le charme de ces douces après-midi était rompu. Il eut beau, le lendemain, se montrer tendre et obéissant, Hélène paraissait mal à l'aise, dès qu'elle demeurait seule avec lui. Ce n'était plus cette bonne familiarité, cette confiance sereine qui les laissait côte à côte, sans un trouble, avec la joie pure d'être ensemble. Malgré le soin qu'il mettait à ne pas l'effrayer, il la regardait parfois, secouée d'un tressaillement subit, le visage enflammé par un flot de sang. Elle-même avait perdu de sa belle tranquillité. Des frissons l'agitaient. Elle restait languissante, les mains lasses et inoccupées. Toutes sortes de colères et de désirs semblaient s'être éveillés en eux. Hélène en vint à ne plus vouloir que Jeanne s'éloignât. Le docteur trouvait sans cesse entre elle et lui ce témoin, qui le surveillait de ses grands yeux limpides. Mais ce dont Hélène souffrit surtout, ce fut de se sentir tout d'un coup embarrassée devant madame de Berle. Quand celle-ci rentrait, les cheveux au vent, et qu'elle l'appelait « ma chère », en lui racontant ses courses, elle ne l'écoutait plus de son air souriant et paisible. Au fond de son être, un tumulte montait, des sentiments qu'elle se refusait à préciser. Il y avait là comme une honte et de la rancune. Puis sa nature honnête se révoltait. Elle tendait la main à Juliette, mais sans pouvoir réprimer le frisson physique que les doigts tièdes de son amie lui faisaient courir à fleur de peau. Cependant, le temps s'était gâté. Des averses forcèrent ces dames à se réfugier dans le pavillon japonais. Le jardin, avec sa belle propreté, se changeait en lac, et l'on n'osait plus se risquer dans les allées, de peur de les emporter à ses semelles. Lorsqu'un rayon de soleil luisait encore, entre deux nuages, les verdures trempées s'essuyaient, les lilas avaient des perles pendues à chacune de leurs petites fleurs. Sous les ormes, de grosses gouttes tombaient. « Enfin, c'est pour samedi, » dit un jour madame de Berle. « Ah, ma chère,
Je n'en puis plus, n'est-ce pas? Soyez là à 2 heures, Jeanne ouvrira le bal avec Lucien. » Et, cédant à une effusion de tendresse, ravie des préparatifs de son bal, elle embrassa les 2 enfants. Puis, prenant en riant Hélène par les bras, elle lui posa aussi 2 gros baisers sur les joues. « C'est pour me récompenser, » reprit-elle gaiement. « Tiens, je l'ai mérité, j'ai assez couru. Vous verrez comme ce sera réussi. » Hélène resta toute froide, tandis que le docteur les regardait par-dessus la tête blonde de Lucien, qui s'était pendu à son cou. Chapitre 4 de la partie 2. Dans le vestibule du petit hôtel, Pierre se tenait debout, en habit et en cravate blanche, ouvrant la porte à chaque roulement de voiture. Une bouffée d'air humide entrait, un reflet jaune de la pluvieuse après-midi éclairait le vestibule étroit, empli de portières et de plantes vertes. Il était 2 heures, le jour baissait comme par une triste journée d'hiver. Mais, dès que le valet poussait la porte du premier salon, une clarté vive aveuglait les invités. On avait fermé les persiennes et tiré soigneusement les rideaux. Pas une lueur du ciel louche ne filtrait. Et les lampes posées sur les meubles, les bougies brûlant dans le lustre et les appliques de cristal, allumaient là une chapelle ardente. Au fond du petit salon, dont les tentures réséda éteignaient un peu l'éclat des lumières, le grand salon noir et or resplendissait, décoré comme pour le bal que madame de Berle donnait tous les ans au mois de janvier. Cependant, des enfants commençaient à arriver, tandis que Pauline, très affairée, faisait aligner des rangées de chaises dans le salon, devant la porte de la salle à manger, que l'on avait démontée et remplacée par un rideau rouge. « Papa !» cria-t-elle, « donne donc un coup de main. Nous n'arriverons jamais. » Monsieur le tellier, qui examinait le lustre, les bras derrière le dos, se hâta de donner un coup de main. Pauline elle-même transporta des chaises. Elle avait obéi à sa sœur en mettant une robe blanche. Seulement son corsage s'ouvrait en carré, montrant sa gorge. « Là, nous y sommes, » reprit-elle. « On peut venir. Mais à quoi songe Juliette ? Elle n'en finit plus d'habiller Lucien. » Justement, madame de Berle amenait le petit marquis. Toutes les personnes présentes poussèrent des exclamations. « Oh, cet amour ! Était-il assez mignon avec son habit de satin blanc broché de bouquets, son grand gilet brodé d'or et ses culottes de soie cerise? Son menton et ses mains délicates se noyaient dans de la dentelle. Une épée, un joujou à gros nœuds roses, battait sur sa hanche. « Allons, fais les honneurs, » lui dit sa mère, en le conduisant dans la première pièce. Depuis 8 jours, il répétait sa leçon. Alors il se campa cavalièrement sur ses petits mollets, sa tête poudrée un peu renversée, son tricorne sous le bras gauche. Et, à chaque invité qui arrivait, il faisait une révérence, offrait le bras, saluait et revenait. On riait autour de lui, tant il restait grave avec une pointe d'effronterie. Il conduisit ainsi Marguerite Tissot, une fillette de 5 ans qui avait un délicieux costume de laitière, la boîte au lait pendue à la ceinture. Il conduisit les 2 petites Berthier, Blanche et Sophie, dont l'une était en folie et l'autre en soubrette. Il s'attaqua même à Valentine de Chermette, une grande personne de 14 ans, que sa mère habillait toujours en espagnol. Et il était si fluet qu'elle semblait le porter. Mais son embarras fut extrême devant la famille Levasseur, composée de 5 demoiselles qui se présentèrent par rang de taille, la plus jeune âgée de 2 ans à peine, et l'aînée de 10 ans. Toutes les 5, déguisées en chaperon rouge, avaient le toquet et la robe de satin ponceau à bandes de velours noir, sur laquelle tranchait le large tablier de dentelle. Bravement, il se décida, jeta son chapeau, prit les 2 plus grandes à son bras droit et à son bras gauche, et fit son entrée dans le salon, suivi des 3 autres. On s'égaya beaucoup, sans qu'il perdît le moins du monde son bel aplomb de petit homme. Madame de Berle,
pendant ce temps, querellait sa sœur dans un coin. « Est-il possible te décolleter comme cela ?»« Tiens, qu'est-ce que ça fait ? Papa n'a rien dit, » répondait tranquillement Pauline. « Si tu veux, je vais me mettre un bouquet. » Elle cueillit une poignée de fleurs naturelles dans une jardinière et se la fourra entre les seins. Mais des dames, des mamans en grande toilette de ville, entouraient madame de Berle et la complimentaient déjà sur son bal. Comme Lucien passait, sa mère ramena une boucle de ses cheveux poudrés, tandis qu'il se haussait pour lui demander. « Et Jeanne ?»« Elle va venir, mon chéri. Fais bien attention de ne pas tomber. Dépêche-toi. Voici la petite Guiraud. Ah, elle est en alsacienne. » Le salon s'emplissait. Les rangées de chaises, en face du rideau rouge, se trouvaient presque tout occupées, et un tapage de voix enfantines montait. Des garçons arrivaient par bandes. Il y avait déjà 3 arlequins, 4 polichinelles, un Figaro, des Tyroliens, des Écossais. Le petit Berthier était en page. Le petit Guiraud, un petit bambin de 2 ans et demi, portait son costume de Pierrot d'une façon si drôle que tout le monde l'enlevait au passage pour l'embrasser. « Voici Jeanne, » dit tout d'un coup madame de Berle. « Oh, elle est adorable !» Un murmure avait couru, des têtes se penchaient, au milieu de légers cris. Jeanne s'était arrêtée sur le seuil du premier salon, tandis que sa mère, encore dans le vestibule, se débarrassait de son manteau. L'enfant portait un costume de japonaise, d'une singularité magnifique. La robe, brodée de fleurs et d'oiseaux bizarres, tombait jusqu'à ses petits pieds qu'elle couvrait, tandis que, au-dessous de la large ceinture, les pans écartés laissaient voir un jupon de soie verdâtre, moiré de jaune. Rien n'était d'un charme plus étrange que son visage fin, sous le haut chignon traversé de longues épingles, avec son menton et ses yeux de chèvre, minces et luisants, qui lui donnaient l'air d'une véritable fille d'Iedo, marchant dans un parfum de benjoin et de thé. Et elle restait là, hésitante, ayant la langueur maladive d'une fleur lointaine qui rêve du pays natal. Mais derrière elle, Hélène apparut. Toutes deux, en passant brusquement du jour blafard de la rue à ce vif éclat des bougies, clignaient les paupières, comme aveuglées, souriantes pourtant. Cette bouffée chaude, cette odeur du salon où dominait la violette, les étouffait un peu et rougissait leurs joues fraîches. Chaque invité, en entrant, avait le même air de surprise et d'hésitation. « Eh bien, Lucien !» dit madame de Berle. L'enfant n'avait pas aperçu Jeanne. Il se précipita, lui prit le bras, en oubliant de faire sa révérence. Et ils étaient l'un et l'autre si délicats, si tendres, le petit marquis avec son habit à bouquet, la japonaise avec sa robe brodée de pourpre, qu'on aurait dit 2 statuettes de Saxe, finement peintes et dorées, tout d'un coup vivantes. « Tu sais, je t'attendais, » murmurait Lucien. « Ça m'embête de donner le bras, hein ? Nous restons ensemble. » Et il s'installa avec elle sur le premier rang des chaises. Il oubliait tout à fait ses devoirs de maître de maison. « Vraiment, j'étais inquiète, » répétait Juliette à Hélène. « Je craignais que Jeanne ne fût indisposée. » Hélène s'excusait. On n'en finissait jamais avec les enfants. Elle était encore debout, dans un coin du salon, parmi un groupe de dames, lorsqu'elle sentit que le docteur s'avançait derrière elle. Il venait en effet d'entrer en écartant le rideau rouge sous lequel il avait replongé la tête pour donner un dernier ordre. Mais, brusquement, il s'arrêta. Il devinait, lui aussi, la jeune femme, qui pourtant ne s'était point tournée. Vêtue d'une robe de grenadine noire, elle n'avait jamais eu une beauté plus royale, et il frissonna dans la fraîcheur qu'elle apportait du dehors, et qui semblait s'exhaler de ses épaules et de ses bras, nus sous l'étoffe transparente. « Henri ne voit personne, » dit Pauline en riant. « Hé, bonjour, Henri !» Alors il s'approcha et salua les dames. Mademoiselle Aurélie, qui se trouvait là, le retint un instant pour lui montrer de loin un neveu à elle qu'elle avait amené. Il restait complaisamment,
Hélène, sans parler, lui tendit sa main gantée de noir, qu'il n'osa serrer trop fort. « Comment, tu es là ?» s'écria madame de Berle, en reparaissant. « Je te cherche partout. Il est près de 3 heures. On pourrait commencer. »« Sans doute, dit-il. Tout de suite. » À ce moment, le salon était plein. Autour de la pièce, sous la grande clarté du lustre, les parents mettaient la bordure sombre de leur toilette de ville. Des dames, rapprochant leurs sièges, formaient des sociétés à part. Des hommes immobiles le long des murs bouchaient les intervalles, tandis que, à la porte du salon voisin, les redingotes, plus nombreuses, s'écrasaient et se haussaient. Toute la lumière tombait sur le petit monde tapageur qui s'agitait au milieu de la vaste pièce. Il y avait là près d'une centaine d'enfants, pêle-mêle, dans la gaieté bariolée des costumes clairs, où le bleu et le rose éclataient. C'était une nappe de têtes blondes, toutes les nuances du blond, depuis la cendre fine jusqu'à l'or rouge, avec des réveils de nœuds et de fleurs, une moisson de chevelures blondes que de grands rires faisaient onduler comme sous des brises. Parfois, dans ce fouillis de rubans et de dentelles, de soie et de velours, un visage se tournait, un nez rose, 2 yeux bleus, une bouche souriante ou boudeuse, qui semblait perdue. Il y en avait de pas plus haut qu'une botte, qui s'enfonçaient entre des gaillards de 10 ans, et que les mères cherchaient de loin sans pouvoir les retrouver. Des garçons restaient gênés, l'air bêta à côté de fillettes en train de faire bouffer leurs jupes. D'autres se montraient déjà très entreprenants, poussant du coude des voisines qu'ils ne connaissaient pas et leur riant dans la figure. Mais les petites filles restaient les reines. Des groupes de 3 ou 4 amis se remuaient sur leurs chaises à les casser, en parlant si fort qu'on ne s'entendait plus. Tous les yeux étaient fixés sur le rideau rouge. « Attention !» dit le docteur, en allant donner 3 légers coups à la porte de la salle à manger. Le rideau rouge lentement s'ouvrit. Et, dans l'embrasure de la porte, apparut un théâtre de marionnettes. Alors, un silence régna. Tout d'un coup, Polichinelle jaillit de la coulisse, en jetant un couic si féroce que le petit Guiraud y répondit par une exclamation terrifiée et charmée. C'était une de ces pièces effroyables où Polichinelle, après avoir rossé le commissaire, tue le gendarme et piétine avec une furieuse gaieté sur toutes les lois divines et humaines. À chaque coup de bâton qui fendait les têtes de bois, le parterre impitoyable poussait des rires aigus. Et les coups de pointe enfonçant les poitrines, les duels où les adversaires tapaient sur leurs crânes comme sur des courges vides, les massacres de jambes et de bras dont les personnages sortaient en marmelade, redoublaient les fusées de rire qui partaient de tous côtés sans pouvoir s'éteindre. Puis, lorsque Polichinelle scia le cou du gendarme, au bord du théâtre, ce fut le comble. L'opération causa une joie si énorme que les rangées des spectateurs se bousculaient, tombant les unes sur les autres. Une petite fille de 4 ans, rose et blanche, serrait béatement ses menottes contre son cœur, tant elle trouvait ça gentil. D'autres applaudissaient, tandis que les garçons riaient, la bouche ouverte, d'un ton grave qui accompagnait les gammes flûtées des demoiselles. « S'amuse-t-il » murmura le docteur. Il était revenu se placer près d'Hélène. Celle-ci s'égayait comme les enfants, et lui, derrière elle, se grisait de l'odeur qui montait de sa chevelure. À un coup de bâton plus violent que les autres, elle se tourna pour lui dire « Vous savez que c'est très drôle !» Mais les enfants, excités, se mêlaient maintenant à la pièce. Ils donnaient la réplique aux acteurs. Une fillette, qui devait connaître le drame, expliquait ce qui allait se passer. « Tout à l'heure, il va assommer sa femme. À présent, on va le pendre. » La petite Levasseur, la dernière, celle qui avait 2 ans, cria tout d'un coup « Maman, est-ce qu'on le mettra au pain sec ?» Puis, c'étaient des exclamations, des réflexions faites tout haut. Cependant, Hélène cherchait parmi les enfants. « Je ne vois pas Jeanne, » dit-elle. « Est-ce qu'elle s'amuse ?» Alors le docteur se pencha, avança la tête près de la sienne, en murmurant « Tenez, là-bas, entre cet arlequin et cette Normande. Vous voyez,
les épingles de son chignon. Elle rit de bien bon cœur. Et il resta courbé, sentant sur sa joue la tiédeur du visage d'Hélène. Jusque-là, aucun aveu ne leur était échappé. Ce silence les laissait dans cette familiarité qu'un trouble vague gênait seul depuis quelque temps. Mais, au milieu de ces beaux rires, en face de ces gamins, elle redevenait très enfant, elle s'abandonnait, pendant que le souffle d'Henri chauffait sa nuque. Les coups de bâton sonores lui donnaient un tressaillement qui gonflait sa gorge, et elle se tournait vers lui, les yeux luisants. « Mon Dieu, que c'est bête !» disait-elle chaque fois. « Hein, comme il tape !» Lui, frémissant, répondait « Oh, ils ont la tête solide !» C'était tout ce que son cœur trouvait. Ils descendaient l'un et l'autre aux enfantillages. La vie peu exemplaire de Polichinelle les alanguissait. Puis, au dénouement du drame, lorsque le diable parut et qu'il y eut une suprême bataille, un égorgement général, Hélène, en se renversant, écrasa la main d'Henri posée sur le dossier de son fauteuil, tandis que le parterre de bébés, criant et battant des mains, faisait craquer les chaises d'enthousiasme. Le rideau rouge était retombé. Alors, au milieu du tapage, Pauline annonça Malignon avec sa phrase habituelle. « Ah, voici le beau Malignon !» Il arrivait, essoufflé, en bousculant les sièges. « Tiens, quelle drôle d'idée d'avoir tout fermé !» s'écria-t-il, surpris, hésitant. « On croirait entrer chez des morts !» Et, se tournant vers madame de Berle, qui s'avançait. « Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait courir. Depuis ce matin, je cherche Perdiguet. Vous savez, mon chanteur. Alors, comme je n'ai pu mettre la main sur lui, je vous amène le grand Morisot. » Le grand Morisot était un amateur qui recréait les salons en escamotant des muscades. On lui abandonna un guéridon, il exécuta ses plus jolis tours, mais sans passionner le moins du monde les spectateurs. Les pauvres chers petits étaient devenus très graves. Des bambins s'endormaient en suçant leurs doigts. D'autres, plus grands, tournaient la tête, souriaient aux parents qui, eux-mêmes, bâillaient avec discrétion. Aussi fut-ce un soulagement général lorsque le grand Morisot se décida à emporter son guéridon. « Oh, il est très fort !» murmura Malignon dans le cou de madame de Berle. Mais le rideau rouge s'était écarté de nouveau, et un spectacle magique avait mis debout tous les enfants. Sous la vive clarté de la lampe centrale et de 2 candélabres à 10 branches, la salle à manger s'étendait avec sa longue table servie et parée comme pour un grand dîner. Il y avait 50 couverts. Au milieu et aux 2 bouts dans des corbeilles basses, des buissons de fleurs s'épanouissaient, séparés par de hauts compotiers sur lesquels s'entassaient des surprises dont les papiers dorés et peinturlurés luisaient. Puis c'étaient des gâteaux montés, des pyramides de fruits glacés, des empilements de sandwichs et, plus bas, toute une symétrie de nombreuses assiettes pleines de sucreries et de pâtisseries. Les babas, les choux à la crème, les brioches alternaient avec les biscuits secs, les croquignoles, des petits fours aux amandes. Des gelées tremblaient dans des vases de cristal. Des crèmes emplissaient des jattes de porcelaine. Et les bouteilles de vin, de champagne, hautes comme la main, faites à la taille des convives, allumaient autour de la table l'éclair de leurs casques d'argent. On eût dit un de ces goûters gigantesques, comme les enfants doivent en imaginer en rêve, un goûter servi avec la gravité d'un dîner de grandes personnes, l'évocation féerique de la table des parents, sur laquelle on aurait renversé la corne d'abondance des pâtissiers et des marchands de joujoux. « Allons, le bras aux dames !» dit madame de Berle en souriant de l'extase des enfants. Mais le défilé ne put s'organiser. Lucien, triomphant, avait pris le bras de Jeanne et marchait le premier. Les autres, derrière lui, se bousculèrent un peu. Il fallut que les mamans vinssent les placer. Et elles restèrent là, surtout derrière les marmots, qu'elles surveillaient par crainte des accidents. À la vérité, les convives parurent d'abord fort gênés. Ils se regardaient, ils n'osaient toucher à toutes ces bonnes choses, vaguement inquiets de ce monde renversé, les enfants à table
et les parents debout. Enfin, les plus grands s'enhardirent et envoyèrent les mains. Puis, quand les mamans s'en mêlèrent, coupant les gâteaux montés, servant autour d'elles, le goûter s'anima et devint bientôt très bruyant. La belle symétrie de la table fut bousculée comme par une rafale. Tout circulait à la fois, au milieu des bras tendus, qui vidaient les plats au passage. Les deux petites Berthier, Blanche et Sophie, riaient à leurs assiettes, où il y avait de tout, de la confiture, de la crème, des gâteaux, des fruits. Les 5 demoiselles Levasseur accaparaient un coin de friandises, tandis que Valentine, fière de ses 14 ans, faisait la dame raisonnable en s'occupant de ses voisins. Cependant, Lucien, pour montrer sa galanterie, déboucha une bouteille de champagne, et cela si maladroitement qu'il faillit en verser le contenu sur sa culotte de soie cerise. Ce fut une affaire. « Veux-tu bien laisser les bouteilles » criait Pauline. « C'est moi qui débouche le champagne. » Elle se donnait un mouvement extraordinaire, s'amusant pour son compte. Dès qu'un domestique arrivait, elle lui arrachait la chocolatière et prenait un plaisir extrême à emplir les tasses, avec une promptitude de garçon de café. Puis elle promenait des glaces et des verres de sirop, lâchait tout pour bourrer quelques gamines qu'on oubliait, repartait en questionnant les uns et les autres. « Qu'est-ce que tu veux, toi, mon gros ? Hein ? Une brioche ? Attends, ma chérie, je vais te passer les oranges. Mangez donc, grosse bête, vous jouerez après. » Madame de Berle, plus calme, répétait qu'on devait les laisser tranquilles et qu'ils s'en tireraient toujours bien. À un bout de la pièce, Hélène et quelques dames riaient du spectacle de la table. Tous ces museaux roses croquaient à belles dents blanches. Et rien n'était drôle comme leur manière d'enfants bien élevés, s'oubliant parfois dans des incartades de jeunes sauvages. Ils prenaient leur verre à 2 mains pour boire jusqu'au fond, se barbouillaient, tachaient leurs costumes. Le tapage montait, on pillait les dernières assiettes. Jeanne elle-même dansait sur sa chaise en entendant jouer un quadrille dans le salon. Et comme sa mère avançait, lui reprochant d'avoir trop mangé. « Oh, maman, je suis si bien aujourd'hui !» Mais la musique avait fait lever d'autres enfants. Peu à peu, la table se dégarnit et bientôt il ne resta plus qu'un gros bébé au beau milieu. Celui-là paraissait se moquer du piano. Une serviette au cou, le menton sur la nappe, tant il était petit, il ouvrait des yeux énormes et avançait la bouche chaque fois que sa mère lui présentait une cuillerée de chocolat. La tasse se vidait, il se laissait essuyer les lèvres, avalant toujours, ouvrant des yeux plus grands. « Fichtre, mon bonhomme, tu vas bien, » dit Malignon, qui le regardait d'un air rêveur. Ce fut alors qu'il y eut un partage des « surprises ». Les enfants, en quittant la table, emportaient chacun une des grandes papillotes dorées, dont ils se hâtaient de déchirer l'enveloppe, et il sortait de là des joujoux, des coiffures grotesques en papier mince, des oiseaux et des papillons. Mais la grande joie, c'étaient les pétards. Chaque surprise contenait un pétard que les garçons tiraient bravement, heureux du bruit, tandis que les demoiselles fermaient les yeux en s'y reprenant à plusieurs fois. On entendit pendant un instant que le pétillement sec de cette mousqueterie, et ce fut au milieu du vacarme que les enfants retournèrent dans le salon où le piano jouait sans arrêt des figures de quadrille. « Je mangerais bien une brioche » murmura mademoiselle Aurélie en s'asseyant. Alors, devant la table restée libre, couverte encore de la débandade de ce dessert colossal, ces dames s'installèrent. Elles étaient une dizaine qui avaient prudemment attendu pour manger. Comme elles ne pouvaient mettre la main sur un domestique, ce fut Malignon qui s'empressa. Il vida la chocolatière, consulta le fond des bouteilles, parvint même à trouver des glaces. Mais, tout en se montrant galant, il en revenait toujours à la singulière idée qu'on avait eue de fermer les persiennes. « Positivement, » répétait-il, « on est dans un caveau. » Hélène était restée debout, causant avec madame de Berle. Celle-ci retournait au salon
et elle se disposait à la suivre lorsqu'elle se sentit toucher doucement. Le docteur souriait derrière elle. Il ne la quittait pas. « Vous ne prenez donc rien ?» demanda-t-il. Et, sous cette phrase banale, il mettait une supplication si vive qu'elle éprouva un grand trouble. Elle entendait bien qu'il lui parlait d'autre chose. Une excitation la gagnait peu à peu elle-même, dans cette gaieté qui l'entourait. Tout ce petit monde sautant et criant lui donnait de la fièvre. Les joues roses, les yeux brillants, elle refusa d'abord. « Non, merci, rien du tout. » Puis, comme il insistait, prise d'une inquiétude, voulant se débarrasser de lui, « Eh bien, une tasse de thé. » Il courut, rapporta la tasse. Ses mains tremblaient en la présentant. Et, pendant qu'elle buvait, il s'approcha d'elle, les lèvres gonflées et frémissantes de l'aveu qui montait de son cœur. Alors, elle recula, lui tendit la tasse vide et se sauva pendant qu'il la posait sur un dressoir, le laissant seul dans la salle à manger avec mademoiselle Aurélie, en train de mâcher lentement et d'inspecter les assiettes d'une façon méthodique. Le piano jouait très fort, au fond du salon, et, d'un bout à l'autre, le bal s'agitait dans une drôlerie adorable. On faisait cercle autour du quadrille où dansaient Jeanne et Lucien. Le petit marquis brouillait un peu les figures. Il n'allait bien que lorsqu'il lui fallait empoigner Jeanne. Alors, il la prenait à bras-le-corps et il tournait. Jeanne se balançait comme une dame, ennuyée de le voir chiffonner son costume. Puis, emportée par le plaisir, elle le saisissait à son tour, l'enlevait du sol, et l'habit de satin blanc broché de bouquets se mêlait à la robe brodée de fleurs et d'oiseaux bizarres. Les deux figurines de vieux Saxe prenaient la grâce et l'étrangeté d'un bibelot d'étagère. Après le quadrille, Hélène appela Jeanne pour rattacher sa robe. « C'est lui, maman, » disait la petite. « Il me frotte, il est insupportable. » Autour du salon, les parents souriaient. Quand le piano recommença, tous les bambins se remirent à sauter. Ils éprouvaient une méfiance pourtant, en voyant qu'on les regardait. Ils restaient sérieux et se retenaient de gambader, pour paraître comme il faut. Quelques-uns savaient danser, la plupart, ignorant les figures, se remuaient sur place, embarrassés de leurs membres. Mais Pauline intervint. « Il faut que je m'en mêle. Oh, les cruches !» Elle se jeta au milieu du quadrille, en prit deux par les mains, l'un à gauche, l'autre à droite, et donna un tel branle à la danse que les lames du parquet craquèrent. On n'entendait plus que la débandade des petits pieds tapant du talon à contretemps, tandis que le piano continuait tout seul à jouer en mesure. D'autres grandes personnes s'en mêlèrent aussi. Madame de Berle et Hélène, apercevant des fillettes honteuses qui n'osaient se risquer, les emmenèrent au plus épais. Elles conduisaient les figures, poussaient les cavaliers, formaient les rondes. Et les mères leur passaient les tout petits bébés pour qu'elles les fissent sauter un instant en les tenant des deux mains. Alors le bal fut dans son beau. Les danseurs s'en donnaient à cœur joie, riant et se poussant, pareil à un pensionnat pris tout d'un coup d'une folie joyeuse, en l'absence du maître. Et rien n'était d'une gaieté plus claire que ce carnaval de gamins, ces bouts d'hommes et de femmes qui mélangeaient là, dans un monde en raccourci, les modes de tous les peuples, les fantaisies du roman et du théâtre. Les costumes empruntaient aux bouches roses et aux yeux bleus, à ces mines si tendres, une fraîcheur d'enfance. On aurait dit le gala d'un conte de fées, avec des amours déguisés pour les fiançailles de quelque prince charmant. « On étouffe, » disait Malignon. « Je vais respirer. » Il sortait, ouvrant la porte du salon toute grande. Le plein jour de la rue entrait alors en un coup de lumière blafard et qui attristait le resplendissement des lampes et des bougies. Et tous les quarts d'heure, Malignon faisait battre la porte. Mais le piano ne s'arrêtait pas. La petite Guiraud, avec son papillon noir d'Alsacienne sur ses cheveux blonds, dansait au bras d'un arlequin 2 fois plus grand qu'elle. Un Écossais faisait tourner si rapidement Marguerite Tissot
qu'elle perdait en chemin sa boîte de laitière. Les deux Berthier, Blanche et Sophie, qui étaient inséparables, sautaient ensemble, la soubrette au bras de la folie, dont les grelots tintaient. Et l'on ne pouvait jeter un coup d'œil sur le bal sans rencontrer une demoiselle Levasseur. Les chaperons rouges semblaient se multiplier. Il y avait partout des toquets et des robes de satin ponceau à bandes de velours noir. Cependant, pour danser à l'aise, de grands garçons et de grandes filles s'étaient réfugiés au fond de l'autre salon. Valentine de Chermette, enveloppée dans sa mantille d'Espagnole, faisait là des pas savants en face d'un jeune monsieur qui était venu en habit. Tout d'un coup, il y eut des rires. On appela le monde pour voir. C'était, derrière une porte, dans un coin, le petit Guiraud, le Pierrot de 2 ans, et une petite fille de son âge, habillée en paysanne, qui se tenaient embrassés, se serrant bien fort, de peur de tomber, et tournant tout seuls, comme des sournois, la joue contre la joue. « Je n'en puis plus, » dit Hélène en venant s'adosser à la porte de la salle à manger. Elle s'éventait, rouge d'avoir sauté elle-même. Sa poitrine se soulevait sous la grenadine transparente de son corsage. Et elle sentit encore sur ses épaules le souffle d'Henri, qui était toujours là, derrière elle. Alors, elle comprit qu'il allait parler, mais elle n'avait plus la force d'échapper à son aveu. Il s'approcha. Il dit très bas dans sa chevelure. « Je vous aime. Oh, je vous aime. » Ce fut comme une haleine embrasée qui la brûla de la tête aux pieds. Mon Dieu, il avait parlé. Elle ne pourrait plus feindre la paix si douce de l'ignorance. Elle cacha son visage empourpré derrière son éventail. Les enfants, dans l'emportement des derniers quadrilles, tapaient plus fort des talons. Des rires argentins sonnaient, des voix d'oiseaux laissaient échapper de légers cris de plaisir. Une fraîcheur montait de cette ronde d'innocents lâchés dans un galop de petits démons. « Je vous aime, oh, je vous aime !» répéta Henri. Elle frissonna encore. Elle voulait ne plus entendre. La tête perdue, elle se réfugia dans la salle à manger. Mais cette pièce était vide. Seul Monsieur Letellier dormait paisiblement sur une chaise. Henri l'avait suivi. Il osa lui prendre les poignets, au risque d'un scandale, avec un visage si bouleversé par la passion qu'elle en tremblait. Il répétait toujours « Je vous aime, je vous aime !»« Laissez-moi » murmura-t-elle faiblement. « Laissez-moi, vous êtes fou !» Et ce bal, à côté, qui continuait avec la débandade des petits pieds. On entendait les grelots de Blanche Berthier accompagnant les notes étouffées du piano. Madame de Berle et Pauline frappaient dans leurs mains pour marquer la mesure. C'était une polka. Hélène put voir Jeanne et Lucien passer en souriant, les mains à la taille. Alors, d'un mouvement brusque, elle se dégagea, elle se sauva dans une pièce voisine, une office où entrait le grand jour. Cette clarté soudaine l'aveugla. Elle eut peur. Elle était hors d'état de rentrer dans le salon avec cette passion qu'on devait lire sur son visage. Et traversant le jardin, elle monta se remettre chez elle, poursuivie par les bruits dansants du bal.